Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rallye Info. Aujourd'hui, une nouvelle émission. On retrouve Grégory Fontalba. Alors, on l'avait déjà rencontré il y a quelques semaines. Il était venu nous présenter son Monte-Carlo avec ses objectifs et ses espoirs. On le retrouve tout naturellement pour venir faire un petit peu le débriefing avec lui de cette épreuve qu'on va dire mouvementée. Avant toute chose, on vous remercie de votre fidélité et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de nous lâcher un petit pouce bleu. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue Grégory Fontalba, c'est un plaisir de vous retrouver dans les podcasts de Rallye Info. Avec vous, on va revenir sur le rallye Monte-Carlo qui s'est déroulé il y a déjà quelques jours. On vous a laissé un petit peu le temps de vous reposer, de vous remettre un petit peu de vos émotions parce que ça a été un rallye un petit peu mouvementé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé parce que ça a été un petit peu mouvementé? Oui, tout à fait, un petit peu mouvementé. En quelques mots, un rallye magique, un rallye qui fait rêver tout le monde. Donc, oui, des étoiles plein les yeux. Une semaine passionnante. On a rencontré des personnes qu'on croise dans les championnats de France et puis on a rencontré le gratin de ce qui se fait de mieux en rallye mondial. Après, en deux petits mots pour nous, le rallye a très bien démarré le premier soir. Puis le lendemain, sur une crevaison, je tape à l'avant gauche et on casse un triangle. Donc après, on s'est retrouvé un super rallye. Donc on a abordé le rallye un petit peu différemment avec une grosse envie quand même, c'était de rejoindre Monaco le dimanche suivant. Alors, on avait tous peur, surtout pour les Alpines, d'avoir un petit peu des compétitions un petit peu compliquées. Ça a été relativement sec. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à appréhender, hormis les conditions météo dans ce rallye pour vous? En fait, c'est la reconnaissance, je dirais, de la route en spécial. Parce qu'en fait, une fois qu'on passe derrière les WRC et les R5, derrière, c'est vraiment des routes qui sont... C'est un champ de mine. Des cailloux de partout, des cailloux gros comme le poing au milieu de la route. C'est ce qui nous a d'ailleurs entraîné une deuxième crevaison durant le rallye. Ça, ça a été vraiment la découverte sur ce rallye. D'accord. Et le début du rallye avec les deux spéciales de nuit, alors vous deviez partir plus loin que les premiers. Comment ça a été ça a dû être vraiment compliqué pour vous qui découvriez le Monte-Carlo. Alors, on va dire que les deux premières spéciales auraient pu être similaires à ce qu'on connaissait lorsqu'on a fait le rallye de l'Antibes. Si ce n'est que la deuxième spéciale a été annulée et on est passé du coup en liaison. Donc au final, on n'a fait que le Turini le premier soir, avec un petit handicap par rapport aux autres deux roues motrices, c'est que j'avais fait un choix de pneus un peu sécuritaire, c'est-à-dire des super soft au carré, et on s'est très vite retrouvé en difficulté au bout du 10e kilomètre avec une voiture très très survireuse. Bon, le rallye était long, donc c'était pas une grosse perte, et on perd 10 secondes sur le scratch du RGT, donc c'était pas très très grave non plus. Mais la deuxième spéciale en liaison nous a rétrogradé à plus de 30 secondes le soir lorsqu'on est rentré sur Monaco. Alors, ça commençait un petit peu à faire beaucoup, mais bon, c'était pas non plus dramatique. On comptait le lendemain au moins remonter, mais au moins assumer, minimiser l'écart avec le premier du RGT. Alors le samedi, ça se déroule comment jusqu'à la crevaison? Et expliquez-nous aussi un petit peu la crevaison, parce que voilà, on va revenir sur points positifs et un petit peu négatifs. En fait, le jeudi soir, donc Turini, deuxième spéciale en liaison, on rentre sur Monaco avec 30 secondes de retard. Le lendemain matin, on part dans la première spéciale avec un bon choix de pneus. On est à 2 secondes de Panagiotis dans la spéciale, donc on a tout de suite vu qu'on était quand même dans le coup. Même si ça reste quand même un rallye, on va dire marathon et pas un rallye sprint. Et puis dans la deuxième spéciale du matin, dans un gauche, je crève à l'avant gauche, et le temps de m'apercevoir que vraiment c'était une crevaison, on rentre dans un virage à droite, une centaine de mètres plus loin, et la voiture a du mal à tourner, et sur la fin du virage on vient accrocher un caillou qui nous casse net le triangle inférieur.
on ne fait que taper sur la jante et je n'ai même pas un seul dégât sur l'aile ou sur le pare-choc. Ça, c'est vraiment joué à quelques millimètres, je pense. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est la règle. Donc, du coup, on s'arrête et la voiture rentre en assistance pour qu'on puisse repartir le lendemain en super rallye. Donc ça, c'était la grosse déception de la journée. Alors, oui, parce que j'ai dit samedi, mais en fait c'est le vendredi, mais vous avez eu une deuxième crevaison, c'est ça? Et oui, c'est ça, en fait. Donc du coup, le samedi, on repart en super rallye. Et puis on commence à faire notre course avec effectivement un petit peu moins de motivation pour aller chercher les chronos devant. Et dans une spéciale, pareil, en pleine trajectoire, il y avait 2 gros cailloux. Je pouvais pas éviter. C'était où on allait sur la droite et il y avait le fossé, donc on pouvait pas passer. Et si je plongeais plus tôt, on était hors trajectoire pour prendre la corde, donc on était après en difficulté dans le virage suivant. Donc j'étais obligé de rouler sur ces 2 cailloux. Et le verdict est tombé immédiatement. On a cassé la jante. Au milieu de la jante, il y avait un trou gros comme le poing. Bon, donc on s'est arrêté, puis on a changé la roue. Les spectateurs nous avaient aidé à soulever la voiture, on n'a pas eu besoin du cric. Et puis bon, voilà, on est reparti, puis on a continué à faire notre course et quand même prendre beaucoup de plaisir. Parce que ça reste des routes, des routes qui sont fort agréables pour rouler avec ce type d'auto. Il faut reconnaître que cette année, le Monte-Carlo était plutôt adapté à l'alpine. Ou du moins, on a eu beaucoup de chance de pouvoir faire Monte-Carlo sur le sec et ne pas avoir beaucoup de contraintes au niveau du choix de pneus. Alors, il y a des personnes qui ont dit que le Monte-Carlo, alors on sait que l'Alpine, c'est une voiture avec un gros moteur, avec des grosses vitesses de pointe. Certaines personnes ont dit que le rallye était peut-être trop vite. Les spéciales étaient trop rapides. Vous en avez pensé quoi, vous? Oui, effectivement, il y a des spéciales très très rapides. Hein. On a accroché plusieurs fois les rupteurs. Dans la descente de roues, cette année, elle était un petit peu verglacée, ou du moins très très froide. Il y avait beaucoup de sel. On n'a pas été aussi rapide que les années précédentes où je l'avais fait pendant l'Antibes, où on accrochait encore les rupteurs, c'est-à-dire on est à 204 km/h. Donc oui, effectivement, il y avait quelques spéciales très très rapides où il fallait avoir un gros cœur, du moins une grosse confiance aux notes pour pouvoir passer très très vite. Alors, bon, vous êtes habitué au championnat de France. C'est quoi qui vous a marqué, vous, surtout entre le championnat de France et le mondial? C'est quoi la grosse différence entre un rallye de championnat de France et un rallye mondial? Finalement, la grosse différence, je dirais, c'est la longueur du rallye. On a des rallyes à mondial qui font un peu plus de 300 km. La différence, elle est vraiment là, c'est-à-dire qu'on a des amplitudes horaires entre le matin où on rentre dans la voiture, c'est à peu près 7h30, on la repose le soir à 22h. C'est cette amplitude horaire qui est, à mon sens, différent. Après, le rythme, je dirais qu'en championnat de France, il est tout aussi soutenu. Donc les vitesses de pointe des pilotes en championnat de France n'est pas inférieur au mondial, ou du moins c'est pas ce que j'ai trouvé de plus flagrant. La deuxième chose qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est qu'en championnat de France, toutes les cordes sont piquetées, et en fait, mondial, il n'y a pas de piquet. Alors, je le disais avec un ton d'humour, c'est bien pour les rétros, parce que ça coûte cher au bout d'un moment. Mais par contre, c'est très déstabilisant parce qu'en fait, le moindre virage est coupé à outrance. On est même passé dans des endroits où pendant les recos, j'aurais jamais imaginé poser des roues. Hein. Donc je comprends maintenant la règle du mondial où on nous oblige à avoir un minimum de 2 roues sur la route et le reste, on fait ce qu'on veut. Effectivement, des fois, c'est un petit peu déstabilisant de rentrer dans des cordes en 5 ou 6 et de sentir un petit peu l'auto-glisser. Oui, ça, c'est des sensations qu'on aime. On retrouve un petit peu moins les championnats de France. C'est vrai que même si ça a été sec, c'est vrai que les spéciales de la vie générale de tous les pilotes, c'était vraiment très pollué entre les cordes, les pierres, le sel. Ça a dû être compliqué vraiment à appréhender, même si vous connaissiez un petit peu les spéciales quand même. Hein, certaines, vous les connaissiez. Oui, tout à fait. Les spéciales étaient très polluées et se polluaient de passage en passage par le fait des 4 roues motrices, parce que au final devant nous il n'y avait que des 4 roues lorsqu'on n'est pas
a fait le rallye, entre les WRC et les Rallye 2, c'était que des 4 roues, donc ça gratte, les voitures grattent bien le sol et pollue énormément. Donc on n'a pas trop nous d'alternatives avec les Alpines de pouvoir se mettre en trajectoire, parce qu'après de toute manière ça marche pas du tout. Donc on est quand même obligé de suivre les trajectoires prises par les 4 roues et des fois effectivement ça racle bien. Le protège Carter, je pense, va se souvenir très très longtemps du Monte Carlo. Alors, je pense que arriver le dimanche à Monaco, ça a dû être quand même un souvenir assez sympa quand même pour vous d'en terminer et de y avoir une bonne ambiance, quoi. Ben oui, effectivement, le but premier, c'était d'arriver à Monaco le dimanche. On aurait aimé, bien sûr, arriver en ayant fait toutes les spéciales. Ça n'a pas été le cas. Mais oui, arriver quand même à Monaco le dimanche, c'était avec un grand sourire et un beau soulagement. Effectivement, c'était pour nous le premier Monte Carlo, mais on est quand même conscient que ça n'a pas été un Monte Carlo très très dur, du fait d'absence de glace ou de neige. Mais quand même, ça reste un monument à gravir et effectivement, il y avait un petit peu d'émotion et beaucoup de sourires lorsqu'on est passé sur le podium dimanche après-midi. Alors, vous me dites le premier, ça veut dire qu'il y en aura un second en 2024 ? Il y a un premier, c'était le premier. Après, un second, on n'exclut pas, on n'exclut rien. Vous savez, il y a un an, on m'aurait demandé si un jour je ferais un rallye à un championnat du monde avec mon copilote. On nous a répondu oui, on aimerait en faire un jour. On n'était pas du tout capable de savoir quand est-ce qu'on le ferait. Donc oui, pourquoi pas en faire un jour un autre ailleurs, un autre sur asphalte, pourquoi pas, c'est pas exclu. Si l'occasion se présente comme ça s'est présenté cette année, parce qu'en fait il faut remettre un petit peu cette aventure dans son contexte. Tout ça a démarré après le Cœur de France, lorsqu'on a été titré à la Coupe Alpine. On a un de nos sponsors, Picard Racing, qui m'a envoyé un message en me disant bon, mais maintenant que c'est gagné, ça serait bien qu'on allait faire un rallye championnat du monde, pourquoi pas le Monte Carlo. Et puis voilà, c'est parti de là. Je me souviens que j'étais encore dans le camion avec Stéphane, mon copilote, lorsqu'on a reçu ce message. Et puis on a regardé ce message, je disais oui, c'est chouette, mais bon, le Monte Carlo, faire au mondial, c'est pas pour nous. Et puis finalement, de fil en aiguille, en parlant un petit peu autour de nous, à nos partenaires, GT2I a de suite mis un grand oui. Et puis voilà, tout ça s'est monté et on s'est retrouvé début janvier sur le port à Monaco avec toutes ces belles voitures et toutes ces assistances magnifiques. Alors, on va rentrer un petit peu dans la technique quand même, dans le financier aussi. Vous me dites, voilà, il y a des partenaires, c'est le moment d'en parler, de nous dire qui c'est qui vous a aidé. Je doute qu'il y a beaucoup de personnes derrière une opération comme ça. Et je voudrais savoir, en gros, sans rentrer dans les chiffres, à Monte Carlo, ça représente combien en budget de manches de championnat de France, en gros, pour que les gens se donnent un peu une... C'est l'équivalent de 3 manches de championnat de France. D'accord. C'est quand même un budget assez conséquent. C'est un budget qui est assez conséquent. C'est toujours pareil, si on veut vraiment le faire dans des bonnes conditions, il faut que tout soit réuni. Il faut prévoir une révision de l'auto avant le rallye assez poussée. Il faut prévoir de la réviser après le rallye. Prévoir les consommables. On ne pense pas, mais tout ce qui est disque, plaquettes, pneus, essence, huile. C'est à dire qu'on a vidangé la voiture tous les soirs. Nous, mécanos, absolument vidanger la voiture puisqu'on roulait avec une essence de mondial qui est assez volatile. Donc, on a retrouvé beaucoup d'huile. Donc voilà, il y a plein de détails à prévoir. Ça veut dire qu'il y a un budget à mettre en face. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, on a monté ce projet et puis les partenaires se sont mis à dire autour de la table où petit à petit nous ont rejoints et au final, on s'est retrouvé avec des engagements payés par l'un, des consommables payés par l'autre. Une bonne nouvelle, Philippe Sino, par l'intermédiaire de Michelin, le jeudi soir avant le départ du rallye, m'a
m'a appelé en nous souhaitant bonne chance, mais surtout en me disant que il nous offrait 10 pneus pour le rallye et on pouvait consommer autant de pneus coûts que ce qu'on voulait pendant le rallye. Voilà, c'était sa petite aide aussi avant le rallye. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que le budget diminue. Mais si on doit prendre tout en charge, il faut compter l'équivalent de 3 manches de championnat de France. Et si on va aussi rentrer aussi après l'aspect budgétaire, on va rentrer aussi dans la technique. Alors il y a des spéciales que vous connaissiez, d'autres je pense que vous ne connaissiez pas du tout. On sait qu'en championnat du monde, les reconnaissances sont sont très courtes. Comment vous avez fait? Beaucoup de caméras, comment vous avez fait pour vous adapter à des spéciales que vous ne connaissiez pas du tout, lancer dedans? Alors là, je pense qu'on est arrivé, peut-être pas avec un avantage, mais on est assez rodé de ce côté-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec mon copilote? C'est que notre profession ne nous permet pas d'avoir trop de temps de libre. Ça veut dire qu'un championnat de France, on reconnaît le week-end d'avant. Le dimanche soir, on rentre à la maison. Et du lundi au jeudi matin, on travaille et puis on se remet dans le rallye le jeudi matin pour aller faire le même championnat de France. Là, les reconnaissances n'étaient pas libres et obligatoires en semaine, donc on a posé une semaine de congé. Donc en fait, finalement, on est arrivé le dimanche soir sur Monaco, on n'a plus le roadbook et le lundi matin, on s'est lancé dans ces reconnaissances en faisant 2 passages de partout. On a pris soin de filmer les spéciales au deuxième tour. Et le soir, en fait, lorsque Stéphane recopiait ses notes, moi, je me faisais un passage caméra et une fois qu'il avait fait, il avait mis toutes ses notes propres, on se refaisait un passage ensemble. Et voilà, finalement, comment s'est déroulé le rallye du Monte-Carlo. Un petit peu comme on prépare le championnat de France. C'est-à-dire, en fait, on a plus ou moins découvert les spéciales le jour J. Limite à vous écouter plus confortable qu'en championnat de France, parce que vous avez une semaine, c'était tranquille, c'était plus... Exactement, tout à fait. C'était plus confortable qu'un championnat de France, puisqu'on a vraiment pu se plonger du lundi matin jusqu'au jeudi matin dans les reconnaissances, dans l'apprentissage des routes. Et effectivement, c'était un petit peu plus confort. Et du coup, même en spécial, la mémoire, s'il y a beaucoup de kilomètres, la mémoire était bien présente et ça nous permettait de connaître un petit peu mieux le profil de la spéciale. Je dirais pas qu'on connaissait les virages, chaque virage, mais c'est quand même plus rassurant quand on est au départ d'une spéciale et que le copilote nous annonce les quelques virages, le profil, enfin voilà, on est un peu plus serein dans l'auto. Il y a eu quand même beaucoup de corrections pendant les spéciales par rapport à ce que vous aviez vu, ou vous étiez quand même bien au niveau notes? Alors, des corrections, il y en a eu énormément. C'est bien sûr les ouvreurs qui se sont attelés à faire ce travail. Oui, il y a eu beaucoup de corrections, surtout entre le premier et le deuxième tour, où on s'était tous occupés d'aller dans les cordes, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, derrière, ça faisait des corrections oui, assez énormes. Je voyais mon copilote communiquer avec les ouvreurs par WhatsApp et je voyais ces pages défiler et des fois je me demandais même si on arrivera à tout corriger avant de prendre la spéciale. Donc oui, un gros travail des ouvreurs qui fait que derrière, moi je me suis retrouvé en spécial en ayant toujours les bonnes notes et surtout les bonnes corrections. Et ça c'est quand même bien agréable. Ça permet de se mettre en confiance et du coup on est beaucoup plus serein dans la voiture. C'est vraiment important les ouvreurs pour un rallye comme ça? Alors pour moi, je pense que même un championnat de France, les ouvreurs ont une part très très importante. J'imagine pas ceux qui sont devant nous, qui roulent encore beaucoup plus vite, rouler sans. Mais nous, le petit niveau qu'on a atteint avec cette voiture, je me vois plus pas rouler sans ouvreur. Je dis pas que ça serait à la limite dangereux, mais ça serait un peu inconscient de rouler sans ouvreur. Oui, c'est le... Donc, comme je disais, on reconnaît le week-end d'avant, c'est-à-dire il s'est passé beaucoup de choses entre une semaine. Donc, ouais, ça, je pense que c'est très important, il ne faut pas passer à côté. Oui, encore en plus là, les conditions climatiques étaient favorables.
il n'y avait pas de glace, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de changement de grip, à part les changements spectateurs mettaient, notamment le jeudi soir. Vous n'avez pas vécu, Oui. mais vous en pensez quoi, vous d'ailleurs? Je dirais que je suis un petit peu de l'avis de Monsieur Delocourt qui s'est exprimé bon à chaud, donc peut-être pas avec les bons mots, les bonnes paroles. Mais effectivement, aller jeter de l'eau sur un freinage, une corde, et il n'y a quasiment pas d'échappatoire. Ça fait du spectacle pour les gens qui sont autour, mais je pense qu'ils n'ont pas imaginé la dangerosité de leur geste. Et savoir que un pilote, alors j'allais dire un petit, mais même un gros, un pilote peut perdre son rallye sur un virage. Donc là, c'est plus du sport, c'est plus le jeu, c'est plus du spectacle, c'est un petit peu du grand n'importe quoi, effectivement. Surtout que le gros problème qu'il y a eu, c'est que la spéciale était sèche. Il y a eu, quand c'est verglacé, qu'il y a de la neige qu'ils en rajoutent, c'est pas très problématique. Là, le problème, c'est que c'était sec, et puis d'un coup, il y a eu la plaque, c'était la différence de grip. Ah ben de toute manière, à l'endroit où ils ont jeté cette eau qui a gelé, nous du coup on avait réussi à avoir l'info parmi les ouvreurs, hein, qui regardaient en plus les caméras des premiers passés. Donc on a de suite eu la correction. On est quand même passé dans cette spéciale à liaison. Dans ce virage, j'ai été obligé de tirer le frein à main pour tourner avec la voiture alors qu'on était en liaison. On était prévenus. T'es en liaison, c'est-à-dire quand même un petit peu moins qu'un spécial. Pour tourner, il a fallu tirer le frein à main. Donc, je n'ose pas imaginer s'ils avaient fait partir toutes ces voitures. Je pense que dans ce virage-là, il y aurait eu de la casse, oui, à un moment donné. Oui. Ah, c'est très dangereux, j'en conviens. Alors, moi, j'ai 2 questions à vous poser. Alors, je perçois. La plus belle spéciale du Monte-Carlo, pour vous, ça restera laquelle? Je dirais mythiquement le col du Turini, mais j'ai quand même un petit faible pour Rouen. Parce que quand on arrive au col et qu'on attaque cette descente, c'est quand même un gros monument. Donc je dirais sur une égalité, Rouen et le col du Turini. Ah, même s'il était coupé au col, c'est dommage de ne pas aller plus loin. Effectivement, c'est dommage de pas aller plus loin, mais ça reste quand même un monument. Alors, je pense c'est le nom emblématique de ce rallye. Chaque rallye a une spéciale qui ressort. Hein. Je pense au Cévennes de la Cadière, je pense à la Bosse du Dérac au Rouen. Bon, voilà, chaque rallye a sa spéciale. Je dirais que le Monte-Carlo, c'est le Turini. Effectivement, il a été raccourci. Moi, j'ai eu la chance de le faire en version un peu plus longue à l'Antibes, dans les deux sens même. Mais bon, ça reste quand même mythique. Après, on n'est pas passé en spécial au col de Brosse. Alors, je sais pas, peut-être que j'aurais changé d'avis si on avait pu la faire en spécial. Alors, on va en terminer avec le Monte-Carlo, parce qu'après, on passera sur un autre sujet, l'après. Le meilleur souvenir et le moins bon de ce Monte-Carlo, qu'est-ce qui va vous rester? Le meilleur souvenir, c'est lorsqu'on est rentré des reconnaissances et puis on s'est retrouvé dans ce parc d'assistance avec notre badge autour du cou et traverser tous ces teams, de voir toutes ces voitures vraiment de près, de se dire mais là en plus on y sera, on va le faire. Donc ouais, ça c'est probablement, je pense, un des souvenirs les plus forts. Passage podium, bien entendu, hein, 2 départs et d'arrivée. Et puis après, le plus mauvais souvenir, c'est clairement la première crevaison qui fait que je vais taper un caillou et que la course pour ce jour-là s'arrête, et surtout la course au chrono, parce qu'on avait aussi une envie de bien faire. Je n'ai pas gagné le RGT, mais on pensait au moins faire un podium, ou au moins une deuxième. Je pense que c'était largement à notre portée. Après, il faut dire que Loïc a très 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 bien roulé, pas fait de faute, donc il mérite amplement cette victoire. Alors maintenant, on va parler à 2023, les prochains rendez-vous, le programme. Dites-nous tout sur 2023. Alors le programme, le prochain rendez-vous, on va attaquer par le prochain rendez-vous parce qu'il est dans moins de 30 jours maintenant. Le prochain rendez-vous, ça sera le rallye de Vaison-la-Romaine. Ah. C'est un rallye régional que j'affectionne énormément. J'y prends beaucoup de plaisir.
je trouve que sur 40 km, ils arrivent, c'est même un défi, ils arrivent à retranscrire un petit peu tout ce qu'on peut retrouver au championnat de France. Ça paraît invraisemblable, hein, mais on a du sinueux, on a du bosselé, on a des épingles, on a du très très rapide, des virages en aveugle, on a des spéciales super propres, on a l'impression que c'est même une course de côte, je pense à vous. Ah, donc je trouve qu'en 40 km, ils arrivent à condenser un petit peu tout ce qu'on retrouve en championnat de France. C'est pas très loin de chez nous, donc pas la première fois qu'on le fait, on y vient avec plaisir, et ben on va y retourner avec plaisir. Un très beau rallye. C'est un très beau rallye. Avec beaucoup d'engagés, de beaux plateaux chaque année. Effectivement, il y a toujours des très beaux plateaux. C'est une belle organisation, il faut le dire aussi. C'est vraiment très très bien préparé. Donc ça, c'est aussi agréable. Derrière tout ça, les spectateurs peuvent facilement accéder au spécial. Il y a beaucoup de zones publiques. Ça permet, nous, de notre côté, comme on n'est pas très loin, à ce que la famille vienne nous voir aussi sur les bords de route et passe la soirée avec nous. Donc c'est encore très très agréable de savoir sa femme et ses filles sur le bord de route. Ça fait toujours un pincement au cœur. Donc c'est vraiment un rallye, je dirais, on prend beaucoup de plaisir et on est vraiment content de se retrouver chaque année, quasiment tous les ans. Ensuite, donc ça c'est pour la première échéance. Après, en fait, on a budgétisé un programme sur le championnat de France qui est calqué sur la Coupe Alpine. On va s'inscrire à la Coupe Alpine pour la première manche au Charbonnières. On va rester un petit peu sur la même politique que ce qu'on a fait l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, on était inscrit que sur une manche lorsqu'on a fait le Charbon. On ne savait pas trop après derrière ce qu'on allait faire. Là, cette année, c'est un petit peu pareil parce qu'on n'a pas encore la réglementation complète. Il semblerait qu'on ait droit à de l'essence Health. L'année dernière, on était au 98. Moi, je trouve que pour nous, ça nous convient mieux. Pour moi, je trouve plus en raccord avec une coupe de rouler avec une essence dite normale. Bon, on attend que le règlement sorte. Et puis après, avec Stéphane, on prendra les décisions qui seront le plus sympathiques pour nous. Dans tous les cas, on a prévu de faire au moins 6 manches en championnat de France. Ah, c'est quand même un beau programme. Hein. Oui, ça c'est... Chaque année, on se le dit, on a cette chance-là de pouvoir rouler en championnat de France. Il y a quelques années, on roulait avec une Clio R3. On était tout aussi fiers de traverser toutes ces manches avec cette voiture. Depuis 2 ans maintenant, on est avec l'Alpine. Donc, on est vraiment conscient de la chance qu'on a de pouvoir faire des manches de rallye en championnat de France avec une Alpine, dans des bonnes conditions, avec une assistance qui a toutes les armes pour faire que la voiture soit super fiable et qu'on connaisse pas d'abandon sur des problèmes mécaniques. Donc oui, tout ça, on en est vraiment conscient et à chaque rallye, on se le dit avec mon copilote, c'est vraiment une chance. Écoutez, ça a été un grand plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Alors j'encourage tous les spectateurs à aller vous voir passer parce que moi je vous ai découvert au Rallye Var, c'est spectaculaire, je vous l'ai dit une première fois, je vous le redis, c'est très sympathique. Donc s'ils veulent aller vous dire bonjour, je les encourage aussi sans trop vous embêter pendant le rallye. Et puis nous, on vous suivra au quotidien et sur les manches. Et puis j'espère vous croiser à Vaison-la-Romaine parce que je pense que j'irai faire un petit tour. C'est toujours un très beau rallye. Ça sera avec grand plaisir. Et puis effectivement, c'est un très très beau rallye. Donc on peut se retrouver d'ici un mois avec grand plaisir. Et puis pour les autres spectateurs, on essaye de se rendre disponible le plus souvent possible et le plus de fois possible parce que avant d'être pilote, on a été spectateur et donc on sait ce que c'est que de voir une voiture s'arrêter, de voir des gens sortir, se casquer et de se dire mais est-ce que je pourrais être un jour là-dedans. Donc voilà, il y a des spectateurs qui veulent nous encourager, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.
sunlight so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.